Equinox Radio. Bienvenue sur Equinox et bienvenue à Elle. Elle, c'est la nouvelle série de podcasts d'Equinox Radio diffusée sur equinoxel.com, iTunes et toutes les plateformes de podcasts. Elle, c'est l'histoire de femmes, de parcours, de vie. Aujourd'hui, on parle noir, black, renois, minorité visible, diversité, préjugés, maladresse et modernité. Elle, c'est un podcast par mois et voici le 4e épisode présenté par Leslie Singlas. Elles sont noires, elles sont métisses, elles dénoncent le racisme dont elles sont victimes. Un racisme ordinaire, des petites discriminations du quotidien qui se traduisent par des phrases qui font mal, des sous-entendus qui blessent. En Catalogne, SOS Racisme a recueilli 485 plaintes au cours de l'année 2017. 14% des discriminations racistes se font dans le cadre du travail. Un chiffre qui, toutefois, ne reflète pas la réalité, toutes les situations n'étant pas dénoncées. Elle, c'est Winnie, elle nous raconte son histoire, du Cameroun à Barcelone, des bancs de la fac à son emploi d'infirmière à l'hôpital. Winnie, bonjour. Bonjour. Tu as 29 ans, tu vis à Barcelone depuis 10 ans, ouais, et tu es née et tu as grandi loin de l'Espagne au Cameroun. Oh, ouais, c'est ça. Je suis née à Yaoundé, au Cameroun. Et un jour, tu as décidé de venir t'installer à Barcelone. Pourquoi ? Oui. Comment ça s'est passé ? C'était comme la plupart des immigrés, on veut aller en Europe dans ce cas. Et dans le mien, c'était venir à Barcelone pour faire mes études. Donc, je suis arrivée à Barcelone, ça fait 10 ans déjà que je suis là. Et le but principal, c'était de faire mes études. Donc, je suis venue pour faire médecine, en principe. Et là, au début, c'était un peu la galère, parce qu'après, pour rentrer en faculté de médecine, ça n'a pas été facile. Mais petit à petit, j'ai pu me débrouiller. Et au Cameroun, tu avais quel âge du coup quand tu as décidé de venir à Barcelone ? J'avais 19 quand je suis partie. 19 ans, quand je suis partie de chez nous. Et tu as choisi Barcelone par rapport aux études, la ville, l'Espagne, comment tu as... Oui, mais en fait, ça se passe plus en fonction des universités, où tu obtiens la place, où tu peux facilement t'installer. Moi, je voulais m'installer dans une grande ville, Barcelone, Madrid. Donc, du coup, je postulais dans les universités, un peu dans les deux villes. Et j'ai eu la place à l'université ici à Barcelone, donc je suis venue m'installer. Et c'était une décision difficile à prendre, de venir en Europe, loin de chez toi ? Non. Dans ce cas, pour nous, peut-être africains, c'est comme un rêve aussi, hein, pour beaucoup d'Africains. On veut venir en Europe, on veut avoir des meilleures conditions de vie. On veut s'installer, pour beaucoup d'Africains, hein, presque beaucoup d'Africains, c'est ce qu'on veut, quoi. Du coup, tu t'es senti soutenue par ta famille et tes proches quand tu as dit que tu voulais aller en Europe pour faire tes études? Oui, heureusement. Ouais. Heureusement, parce que moi, du coup, je suis pas venue comme à l'aventure, comme beaucoup. Beaucoup font comme ça. D'ailleurs, on va même tous à l'aventure, en fait. Mais moi, dans ce cas, c'est que comme je venais pour les études, donc, du coup, j'avais du soutien de la famille. Parce que, du coup, tu t'imagines arriver en Europe, à mon si jeune âge, loin de la famille, commencer les études à l'université, il faut avoir un soutien. Sinon, tu ne vas pas tenir à l'école. Il faut qu'on te soutienne, surtout financièrement, il faut que tu sois soutenu. Donc, dans ce cas, j'avais du soutien de ma famille. Oui, c'était important pour pouvoir partir, d'être prête psychologiquement, j'imagine. Évidemment, parce que c'est pas la même chose une personne qui vient à l'aventure. C'est-à-dire, tu viens, tu fais ce qu'il y a, ce que tu peux. Quand tu viens déjà pour les études, c'est très différent. Il faut un budget, il faut des économies, l'université va t'obliger à avoir une caution que tu dois présenter chaque année. Donc, c'est pas pareil. Il faut avoir du soutien économique, mental, moral, de la famille, des amis, des proches. Il faut être soutenu. Sinon, tu vas pas tenir. Et donc, tu es arrivée il y a un peu plus de 10 ans, tu disais, comment ça s'est passé tes premiers jours à Barcelone? C'était la catastrophe. Il fallait quitter de l'Afrique, arriver ici, prendre le métro le premier jour pour arriver à l'université. C'était la galère, je me rappelle, le premier jour pour payer mon ticket de métro. J'imagine, l'école commençait à 8h, donc je quittais tôt de la maison. Arrivé dans le métro, évidemment, c'est rempli, le métro, c'est serré, tout le monde qui court. Donc, du coup, moi, j'avais mon billet de 20 € là. Je savais même pas où mettre dans la machine.
Et du coup, il y avait un rang derrière moi, mais il y a une dame qui s'est rendue compte que celle-ci, elle va nous pourrir la matinée. Il faut l'enlever de la machine. Donc, elle s'est approchée, elle m'a dit, je vous aide. Et elle m'a payé le ticket, quoi. Elle m'a montré comment payer le ticket. Donc, du coup, le lendemain, j'avais plus ce problème. Mais les premiers jours, c'est prendre le métro, apprendre à traverser la route, les feux. C'est pas pareil comme chez nous en Afrique, où il y a les feux de la circulation, les feux. C'était la catastrophe. Mais j'ai survécu. Le premier jour a été drôle, mais j'ai survécu. Oui, j'imagine que c'était hyper dépaysant de débarquer à Barcelone à 19 ans. Mais trop même. Ouais. Et ça a été au niveau de l'école pour t'adapter à l'université? Est-ce que tu as commencé tout de suite les cours? Ouais, j'ai commencé les cours, mais ça a été une autre étape parce que commencer à l'université, c'était une autre galère. Déjà qu'à Barcelone, on t'oblige à avoir le catalan, donc c'est un autre problème. J'ai pas eu trop ces difficultés parce que à l'université, il y a un peu de tout. Évidemment, dans ma faculté, j'étais la seule noire. Donc, côté catalan, donc, il y en avait qui avaient un peu d'empathie, d'autres non. Au niveau du professeur, c'était pareil. Il y avait des professeurs où tu dis, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez parler une autre langue? Parler en espagnol, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres qui te disent que non, c'est le catalan et vous vous débrouillez. Donc, du coup, c'est une expérience où il faut... Tu te débrouilles. Mais tu te rends compte que les gens ne sont pas si durs que ça. Il y en a qui ont beaucoup d'empathie, surtout avec beaucoup d'immigrés. Et du coup, ils te facilitent un peu les choses. Moi, j'avais des camarades à l'école qui préféraient avoir les cours en espagnol. Donc, du coup, ils traduisaient. Et beaucoup me passaient leurs cours déjà traduits en espagnol. Donc, ça m'aidait beaucoup. Au niveau des examens aussi, parce que à l'université, il y a des profs qui vont te faire l'examen seulement en catalan. Dans les premiers examens, c'était la galère. Parce que j'arrivais il fallait traduire tout. Et il y avait des profs qui voulaient pas faire la traduction. Donc, du coup, moi, je faisais un peu la rebelle, quoi. En plein examen, je dis, s'il vous plaît, aidez-moi. On dit, non, mademoiselle, vous ne devez pas parler. Je dis, vous allez m'aider. Vous allez m'aider. Vous m'aidez, vous, ou un élève m'aide. Mais il faut me traduire ce mot. Donc, du coup, avec cet état un peu rebelle, là, ils ont dit, on va lui faire une traduction en espagnol. Et on lui donne, quoi. Mais du coup, j'étais pas la seule qui voulait la traduction en espagnol. Et c'était ça le problème. Parce que du coup, en classe, quand on dit, est-ce que quelqu'un d'autre veut un examen en espagnol? Et tu vois même les propres Espagnols qui lèvent la main, quoi. Et puis je dis, mais vous voulez, mais personne ne dit quelque chose, quoi. Donc c'est quand tu luttes un peu que tu te rends compte que on te facilite les choses, mais qu'en fait, t'es pas la seule, quoi. Il y en a aussi qui, ils vont préférer l'espagnol ou au catalan, mais peut-être ils vont pas le dire. Mais il y en a qui, j'ai vu ce cas même à l'université. Et tu disais tout à l'heure, tu étais la seule personne par la couleur de peau noire à l'école. Est-ce que tu t'es déjà sentie regardée autrement, du coup? Au début, oui. Au début, la première année, c'était drôle. C'était drôle parce que j'arrive et puis c'est vrai qu'il y a des facultés où tu arrives, il y a un peu de tout, un peu mélangé, mais dans mon cas, par exemple, ma promotion, j'étais la seule noire, la seule. Donc quand j'arrive, et c'était comme tout le monde te regarde un peu comme est-ce qu'elle comprend, est-ce qu'elle parle pas. Donc du coup c'était un peu la galère. C'est évidemment les salles de classe ici, c'est pas comme nos salles de classe en Afrique, donc il faut être clair, c'est pas pareil. Le rythme n'est pas pareil. c'est un peu drôle, quoi. C'est différent, mais ouais, c'est différent. Tout est différent. Et tu t'es déjà sentie victime de racisme à Barcelone, que ce soit à l'école ou ailleurs? Oui, plus direct, oui, mais c'était pas dans le cadre de l'école. Là, c'était déjà dans le cadre professionnel. Parce que à l'école, il y a un peu de tout. Il y a de tous les pays, c'est-à-dire, si quelqu'un voit par exemple un Chinois, il n'est pas étonné. Si quelqu'un voit peut-être un Latino, il n'est pas étonné. Si on voit un Africain dans le campus, on n'est pas étonné. Il y a des facultés où ça choque un peu plus, on te voit. Mais à l'université, j'ai pas ressenti ce problème de noir et tout. C'était plutôt dans le monde laboral. Une fois que tu commences à travailler, c'est là que tu te rends compte que il y a certaines barrières qu'il faut traverser. Moi, par exemple, dans mon cas, à l'hôpital, si tu arrives dans un hôpital, tu vois une femme noire qui fait le ménage, personne n'est surpris. Tout le monde le voit normal. Si tu es noire et tu es aide-soignante, personne n'est surpris.
Mais quand tu es déjà différent, tout le monde te regarde comme, c'est comme, ah bon? Et du coup, il y en a du coup qui te demandent les excuses. Ah, désolé, je voulais pas vous offenser. C'est-à-dire, automatiquement, il commence à s'excuser tout seul. Moi, je suis arrivée dans des services et on me voit. Et puis, du coup, les aides-soignantes répartissent les patients qu'elles doivent faire. Et automatiquement, elles m'incluent. Sans même me demander qui je suis, si je suis l'infirmière qui sera là. Ou... Automatiquement, elle me dit, bon, toi, tu prends du patient 1 à 10. Et puis, je dis, ben, je suis pas l'aide-soignante. Ah, désolé, non, excuse-moi. C'est-à-dire, automatiquement, les gens se rectifient eux-mêmes. C'est des choses auxquelles j'ai dû me faire face avec les propres collègues de travail, mais aussi avec les propres patients, quoi. C'est-à-dire, une infirmière latino, par exemple, n'étonne personne. Tout le monde, un médecin qui est latino n'étonne personne. Tout le monde est habitué à voir les équatoriens, péruviens, donc ça n'étonne pas. Si on me voit, moi, beaucoup pensaient que je suis de République dominicaine. Là encore, ça passe. Mais quand tu dis que tu es africaine, quand tu dis que non, je ne suis pas dominicaine, je suis camerounaise, oui, c'est comme, ah, et tu as étudié où? C'est la suivante question. Tu as étudié où? Si tu as étudié ici, encore, mais si tu dis que tu es venu de ton pays, les gens disent, oui, est-ce que comment sont vos études là-bas? Mais quand tu dis déjà que tu as étudié ici, c'est comme si les gens te disent, d'accord, dans ce cas, vous pouvez m'injecter, vous pouvez. Mais il y a cette petite barrière, surtout au début. Hein. Au début, il faut vraiment traverser cette barrière. Après, avec le temps, les patients te connaissent, la famille te connaisse, les médecins te connaissent, les autres collègues te connaissent. Mais au début, il y a toujours cette barrière qu'il faut traverser. Il faut toujours dire que je ne suis pas la femme de ménage, je ne suis pas l'aide-soignante, madame, je ne viens pas vous faire l'hygiène. Il faut toujours rectifier parce que les gens automatiquement te mettent dans un sac, quoi, automatiquement. Donc c'est à toi de travailler un peu pour dire que non, je suis un peu plus pour que les gens t'acceptent. Mais une fois qu'ils t'acceptent, c'est tout le contraire, ils finissent même par t'aimer. Ouais, mais les débuts, il faut gagner les gens, il faut gagner. Et tu as vécu des situations un peu choquantes, concrètement, des patients qui refusaient d'être avec toi, par exemple? Oui, j'ai vécu des cas comme ça. Il y a des patients qui te disent, c'est qui l'infirmière, par exemple, qui est là ce soir? Ah, c'est moi, monsieur, madame, je m'appelle Winnie. Ah non, d'accord, rien, dans ce cas, rien. Mais qu'est-ce que vous voulez, madame? Ah non, rien, je vais attendre l'infirmière qui viendra demain matin. Ah. Et parfois, elle ne me dit pas moi, mais elle va voir peut-être l'aide-soignante, peut-être, disons, espagnole d'ici. Ah, est-ce que je voulais vous demander, est-ce que vous savez sur le médicament que mon mari prend? Est-ce qu'il peut prendre comme ça? Mais madame, c'est elle l'infirmière. Ah, non, dans ce cas, laissez, je vais demander demain à Maria pour dire quelque chose. Si Maria vient demain, je vais demander à Maria. Mais dans ce cas, c'est très important aussi l'équipe de travail que tu as. Il faut savoir, pas t'imposer de manière autoritaire, mais il faut démontrer qu'il y a des choses, il y a des décisions que c'est toi qui prends, peut-être comme infirmière, responsable du service, c'est à toi qu'on doit parler, c'est toi qui dois prendre la décision, quoi. Parce que sinon, tu arrives dans des services où peut-être tu avais des collègues qui vont comme les Espagnols disent, ningonear. C'est-à-dire, ils vont peut te rabaisser. Si une patiente vient se plaindre ou vient peut-être veut demander quelque chose, du coup, elle prend l'initiative, elle décide. Donc, du coup, parfois, tu dois marquer. S'il faut telle chose, c'est à moi qu'on demande. Même parfois, c'est un médecin. Au début, si tu ne sais pas t'imposer, il va directement parler avec ton aide-soignante et pas avec toi. Mais quand tu réussis à t'imposer comme infirmière ou comme personnel, du coup, c'est à toi qui parle. Et c'est toi qui informe, c'est toi qui dis, c'est toi qui prends la décision. Donc, c'est comme, il y a un peu de tout, quoi. C'est-à-dire, c'est pas ce que les patients, mais aussi même ton équipe de travail ça doit être, des deux côtés, quoi. Pour faciliter l'intégration. C'est-à-dire, toi, tu dois t'intégrer, mais faciliter aussi qu'on t'intègre. Donc, peut-être, moi, par exemple, qui suis immigrée, je ne dois pas aussi être la typique immigrée qui s'offense pour tout, qui est toujours tendue, qui est toujours à la défensive, qui est toujours crispée, toujours énervée. Donc, du coup, tout le monde te fuit, quoi.
Les patients vont te fuir, les médecins vont, tout le monde va te fuir. Il faut pas être non plus celle qu'on rit de tout, on te fait n'importe quelle sale blague et tout, tu dois rire parce que tu as peur de te... C'est-à-dire, il faut juste trouver le juste milieu, que quand tu le trouves, tu te sens accepté des deux côtés. Professionnellement, au niveau professionnel, personnel et tout, tu te sens accepté, quoi. Mais il faut trouver ce juste milieu-là. Et tu penses que ce type de comportement, par exemple, c'est à Barcelone, tu sais pas si tu as déjà été en France, est-ce que tu penses que ça pourrait être la même chose ou pas? Ouais, c'est pas pareil. En France, le noir ça n'étonne pas. Tu arrives en France, tu vas dans un hôpital, le médecin est noir, et puis il y a le racisme aussi en France, hein. Il faut pas dire que ce n'est qu'en Espagne et tout. Mais il y a des choses qui ne surprennent pas. C'est-à-dire, en France, tu vas avoir un médecin noir ou bien une infirmière noire, donc, ou une fille noire qui te fait le ménage. Du coup, c'est pas quelque chose qui surprend les gens. Les gens ne sont pas étonnés. Mais ici, c'est encore nouveau. C'est encore nouveau. C'est-à-dire, petit à petit, les choses changent. Dans mon hôpital, je suis toujours la seule noire. Mais j'imagine que d'ici quelques années, il y en aura un peu plus. Les choses changent. Nous aussi, comme immigrés, comme Africains, comme émigrés à l'Europe, on se rend compte qu'on peut faire plus aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas que condamné à faire le ménage, par exemple. On n'est pas que condamné à garder des personnes âgées. Donc, on peut faire plus. Avec un peu de soutien et un peu de tête, comme on dit, tu peux réussir à faire un peu plus que ça. Donc, c'est à nous aussi, comme immigrés, de se mentaliser aussi. D'être mentalisé dans notre tête, parce que des fois, c'est comme si on est bloqué, c'est comme si on pense qu'on ne peut que faire ça. C'est comme si on est condamné à faire que le ménage, par exemple. Mais non, on n'est pas que condamné à faire ça. Tu peux faire tes études, tu peux arriver dans une université, tu peux t'asseoir dans une même classe que des Européens, tu peux faire les mêmes examens que eux, tu peux réussir même l'examen, tu peux passer un concours, tu peux avoir une place dans une université, tu peux faire une carrière universitaire, tu peux faire un stage dans un hôpital, tu peux faire un stage dans une entreprise, comme toute personne, quoi. C'est à nous de nous réveiller aussi un peu, comme on dit. Parce que sinon, des fois, on pense que non, on est condamné qu'à faire le ménage, on est condamné qu'à garder les personnes âgées toute notre vie. Et c'est à nous de changer le type, comme on dit. C'est à nous. T'as pas besoin d'avoir des millions dans un compte bancaire pour aller à l'université. Tu peux t'organiser, vous pouvez faire des petites économies, tu peux commencer la première année, tu peux avoir un peu d'aide pour déposer la caution chaque année, et le reste du temps, tu fais des petits jobs comme j'ai fait, quoi. Pour le faire. Faire le ménage ici, garder des personnes âgées là-bas, faire des petits trucs, mais qu'on pense pas qu'on est que condamné à faire ça. Et t'en parlais tout à l'heure, les mentalités ont évolué quand même, ça fait 10 ans que t'es là, est-ce que t'as vu des changements par rapport à l'acceptation des immigrés, des personnes à Barcelone? Oui, beaucoup. Parce que là, par exemple, je me rends compte, moi je me rappelle mes premiers stages à l'hôpital. C'était comme, du coup c'était comme, quasi tu t'es regardé comme ça, quoi, comme les gens te disaient, mais si tu entres dans une chambre, automatiquement la personne pense que tu viens pour lui faire l'hygiène ou faire le ménage, quoi, automatiquement. Mais maintenant, avec le temps, même si je suis pas dans un même service, moi qui va dans différents services, du coup, les gens changent un peu, quoi. Les gens ne sont plus trop choqués. Du coup, il y a des gens qui te disent, ah, parce que mon fils, il sort avec une fille noire. Et je dis, ah. Donc, du coup, il y a des thèmes que les gens abordent même avec toi, sans que t'as besoin de dire quelque chose, quoi. Quand on te demande, tu es d'où? Tu dis africaine, parce qu'avant tout le monde pensait dominicaine. Tu dis non, je suis pas dominicaine, je suis camerounaise, je suis africaine. Ah oui, comme le footballeur, comme Eto'o. Ah oui, donc du coup il y a des thèmes que les gens abordent un peu. Et puis il y a des gens qui te disent, j'ai un enfant que j'ai adopté du Sénégal, de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est plus comme moi au début où c'était un peu distant, froid et tout. Mais comme je dis toujours, ça vient des deux côtés, quoi. On va toujours m'appeler la fille de couleur. À l'hôpital, il y en a qui vont toujours m'appeler la fille de couleur. Mais c'est à toi aussi de ne pas toujours être sur la défensive. Parce que sinon, les gens fuient. Tu es de couleur. Rectifie. Non, je suis noire. Ah oui, ça. Ah, désolé, je voulais pas vous offenser. Je dis non, tu m'offenses pas. C'est comme ça, tu m'offenses pas. Je suis comme ça. Tu es d'où? Tu es comme ça. Tu es de quelle origine? Est-ce qu'il y a eu des situations que tu as eu envie de dénoncer, par exemple, par rapport au racisme, pour que les gens se rendent compte et réalisent que c'est pas normal de faire des choses comme ça, ou non, ça peut évoluer avec le temps, les années? Non, mais il faut dénoncer. Il y a des situations qui sont vraiment
vraiment très, très désagréables. Et il faut avoir le courage parfois de dénoncer, quoi. Moi, je me rappelle, il y a un médecin une fois qui m'avait dit, quand tu es face à une situation de racisme, face à un patient, par exemple, dans mon cas, je parle de l'hôpital parce que c'est mon domaine, quoi. Si tu es face à un patient qui est vraiment raciste, qui te dit des choses vraiment moches, quoi, qui te traite vraiment de... Parfois, menacer avec une demande fait que les gens se freinent un peu. Parce que parfois, quand tu dis je vais appeler ma chef, parfois la chef vient, mais évidemment le patient a toujours raison, quoi. On va toujours donner la raison au patient. Toujours. Mais parfois, tu dis monsieur, je vais vous mettre une demande. Pour racisme, pour ceci, pour... Et quand tu parles avec ces termes, tu te rends compte que les gens se freinent. Oh, désolé madame, il faut pas non plus prendre les choses comme ça, c'était pas mon intention. Donc, parce qu'il y en a qui vraiment exagèrent. C'est-à-dire, il y en a qui vraiment vont à un extrême. C'est pas tout le monde qui est aimable, respectueux et tout. Et face à des immigrés, il y en a qui sont vraiment, mais vraiment très désagréables. Très désagréables. Je l'ai fait déjà une fois. Je ne suis pas arrivée à mettre la demande physique et tout, à aller au centre de police et mettre la demande. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'était un patient, il y avait devant une de tes collègues qui a été irrespectueux. Il a été très, très, très respectueux, hyper grossier. Et en plus, il me rabaissait, quoi. C'est-à-dire, il ne voulait même pas que je le touche, quoi, que je puisse toucher mon propre patient. Il m'interdisait même d'entrer dans la chambre. C'est-à-dire, je dis, mais monsieur, vous avez pété un plomb carrément. C'est-à-dire, vous êtes dans un hôpital public, ici, il y a de tout. En plus, il voulait choisir son infirmière, quoi. Et puis, on l'a dit, non, ça se passe pas comme ça. Moi, dans ce cas, j'ai eu le soutien aussi du centre. Parce que le médecin avec qui j'étais m'a beaucoup soutenu. Elle a dit au monsieur, c'est elle qui est là. C'est elle qui est de service. Si vous n'êtes pas d'accord, on vous serez pas suivi toute la matinée parce que j'étais le tour du matin ce jour-là. On ne va pas vous. Non, c'est elle qui est là. On discute pas. C'est pas que vous choisissez celle qui s'occupe de vous. C'est pas que vous choisissez qui entre dans la chambre et pas. Donc, t'as dit, mais elle a été très ferme. Hein? Le médecin, elle a été très ferme. Et bien, bref, elle aussi, elle a vécu une situation. Elle est espagnole. Hein? Mais elle me dit qu'elle a fait le stage dans un hôpital d'ici, de Barcelone, et qu'elle avait une collègue qui était de Guinée équatoriale. Et que, noire, elle me dit, mais encore plus foncé que moi, quand même, noir. Et elle me dit qu'une fois un patient est allé se plaindre à elle, quoi. Et il lui dit, tu as une collègue, non seulement c'est une femme, mais encore elle est noire. C'est-à-dire, double plainte. Double plainte. Non seulement c'est une femme, mais en plus elle est noire. Donc c'est la catastrophe totale. Et elle, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Donc quand moi qui va dans différents services, du coup quand je suis dans son service, donc elle a marqué le patient. Du coup le patient a vu que du côté du médecin, il n'avait pas d'appui. Des autres collègues non plus. Et puis il a commencé à menacer avec thème raciste, rentre dans ton pays, qu'est-ce que tu es venu faire ici et tout, attaquer comme ça. Et j'ai dit, bon, dans ce cas, je vais vous mettre une demande. On dit des fois la nuit porte conseil. Le lendemain, je devais revenir dans le même service. Et quand je reviens dans le même service, je dis, bon, le lendemain, ça va être mon patient, quoi. Je dis, je vais voir comment est-ce qu'il va se comporter. Est-ce qu'il va commencer à me dire, vous n'entrez pas ici, madame, ou pas. Et je viens le matin, je suis au contrôle. Et je le vois qui vient là, il s'approche au contrôle. Il commence à me dire, je voudrais vous parler de la situation d'hier. Je tenais personnellement à vous présenter mes excuses. Franchement, je ne suis pas raciste, madame. Il y a mon frère ou mon cousin, un membre de ma famille, qui a épousé une fille de Guinée équatoriale. Je vous en prie, donc vous voyez que je suis pas raciste. Il me prend son téléphone, il me montre les photos. Il dit que non, vous voyez, je suis pas raciste, madame. Mettre une demande, c'est pas nécessaire parce que vous voyez, dans ma famille. Je dis d'accord, monsieur, ça va. Il y a pas de souci, ça va. Ils sont tombés. Et du coup, on a laissé tomber l'affaire, quoi. Mais la veille, il m'a rien dit il m'a rien dit de tout ça, quoi. Donc c'est quand j'ai menacé avec la demande qu'il a changé le type, quoi, comme on dit, ouais.
Donc c'est bien, il faudrait continuer d'en parler, d'inciter peut-être à porter plainte pour que les gens changent. Mais je pense que c'est ça peut-être qui manquerait pour voir moins de situations comme ça. Oui, je pense que des fois, c'est vrai que parce que des fois on a aussi peur de nos droits, peut-être parfois on ne connaît pas aussi qu'on a ce droit de faire là. Il faut savoir que beaucoup de personnes qui viennent comme immigrés, beaucoup ne viennent pas peut-être avec les mêmes conditions dans lesquelles je suis venue aussi. Beaucoup, ça c'est des thèmes qu'il faut être très sincère. On vient dans des conditions très différentes. C'est pas tout le monde qui vient avec un visa, c'est pas tout le monde qui est légal, c'est pas tout le monde qui peut parler. Donc, des fois, dans ces cas, c'est ça qui nous retient des fois beaucoup certains immigrés, de parler un peu fort. Peut-être parce que tu te rends compte que peut-être si tu n'as pas les papiers, tu vas pas parler, quoi. On va te faire n'importe quoi, n'importe comment, tu vas devoir te taire. Parce que la situation peut-être légale ne te permet pas de parler. Mais quand ta situation te permet, c'est comme moi, par exemple, j'ai vécu une situation où je devais voyager pour aller à Granada. J'étais en train de renouveler ma carte de séjour. Et c'était sorti déjà dans la page qui m'avait publié que favorable, donc on m'a admis la carte. Mais en voyageant, j'avais oublié d'imprimer la carte, le reçu, comme on dit, la photocopie de la résolution pour marcher avec, quoi. Donc j'avais juste mon passeport et mon ancienne carte d'étudiante périmée. Donc du coup j'arrive, je sors du train à Granada, contrôle de police. Mademoiselle, venez ici, toute la police sort, on m'arrête, on me met sur une chaise, on commence à me crier dessus. Vous allez rentrer dans votre pays, Et moi, j'étais toute calme. J'ai dit aux policiers, vous n'avez pas besoin de me crier dessus. J'ai dit, si vous rentrez dans votre page, vous mettrez mon ancien numéro de carte, vous allez voir qu'on m'a donné la résolution favorable. C'est juste que, en voyageant, j'ai oublié d'imprimer la page pour marcher avec. Madame, vous baissez le ton, mais carrément comme un fou, quoi. T'as dit, il me criait dessus, mais moi, je disais, mais vous n'avez pas besoin de me crier dessus. Regardez dans l'ordinateur. C'est tout ce que je vous demande. Je dis, si vous n'avez pas, vous me laissez regarder, j'entre dans la page de service d'immigration, je mets mon ancien numéro de NIE, et vous allez voir que la résolution est favorable. C'est tout, vous n'avez pas besoin de me crier dessus. Mais il y a eu un silence dans la salle, ils ont comme dit, bon, on va le faire, on va regarder. Et du coup, ils sont rentrés, ils ont vu favorable. Je leur ai dit, ben oui, je suis à l'université, j'étudie ici, voici ma carte, voici mon certificat de l'université, voici tous mes papiers. Je suis en train de renouveler ma carte, c'est sorti déjà favorable. Je suis venu en vacances, je suis venu passer une semaine à Granada avec des amis, j'ai juste oublié d'imprimer. Vous n'avez pas besoin de me crier dessus. Ils sont restés comme, oui, on n'a pas besoin de te crier dessus. Et ils ont regardé, ils sont entrés dans leur page là sur l'ordinateur et ils m'ont dit, ouais, c'est favorable et tout. Et ils m'ont dit, madame, la prochaine fois, il faut toujours marquer avec la résolution favorable sur vous, quoi. D'accord, monsieur, bonne journée. Et je suis partie, quoi. Ils m'ont laissé sortir. Mais dans ce genre de situation, quand tu sais que tu es légal, que tu peux parler l'espagnol, que tu comprends l'espagnol. Du coup, quand ils te font des phrases en espagnol, ils voient que ton espagnol est un peu soutenu. C'est pas un espagnol chapucero, c'est un espagnol propre, un peu soutenu. Donc, du coup, il se calme aussi. Mais c'est pas tout le monde qui peut avoir cette possibilité. Ça, c'est quelque chose il faut être très sincère et reconnaître que c'est pas pareil. Parce que si tu vois, du coup, un immigré qui à peine comprend l'espagnol, donc, du coup, tout le monde abuse, quoi. Moi, je me rappelle mes premiers jours qu'à peine je comprenais bien l'espagnol, tout le monde abuse, tout le monde te dit des bêtises, des sauvageries, là. Et c'est avec, évidemment, au fur et à mesure que tu comprends la langue, tu peux t'exprimer, tu peux un peu mieux te défendre, mais sinon, c'est pas tout le monde qui a cette facilité, qui a cette possibilité surtout, hein. C'est pas tout le monde. C'est pas pareil. Merci beaucoup, Winnie. Merci à vous. Merci à vous. C'est gentil de votre part. Merci.